On ne choisit pas sa famille, on choisit seulement le prix de sa trahison. La cuisine sent le café froid et le métal. Claire regarde par la fenêtre. Le ciel de Normandie est gris, une nuance de gris qui ressemble à de l'ardoise mouillée. Elle tient une cuillère en argent. Ses doigts tremblent légèrement. C'est le seul mouvement dans cette pièce figée. Elle observe son fils, Marc. Marc est assis en face d'elle. Il porte un costume bleu marine. Le tissu est cher. Trop cher pour son salaire de cadre moyen. Il ne regarde pas sa mère. Il regarde l'acte de propriété posé sur la table en chêne. La table a 100 ans. Elle ne bouge pas. La caméra est placée à hauteur d'homme, sur un trépied verrouillé. Elle ne tourne pas. Elle enregistre le vide entre deux êtres humains. Marc prend un stylo. C'est un stylo à billes noires. Un objet jetable. Il le fait tourner entre ses doigts. Le bruit du plastique contre la peau est le seul son dans la pièce. Le silence est lourd. Il est épais comme de la mélasse. Claire se souvient de la naissance de Marc. Elle se souvient de l'odeur de la poudre pour bébé. Aujourd'hui, Marc sent l'eau de Cologne bon marché et l'ambition rance. Il pose le stylo, il redresse son col, il parle enfin. Sa voix est plate, une ligne droite sur un moniteur cardiaque. « Maman, c'est pour ton bien. La maison est trop grande, les escaliers sont dangereux. Tu as glissé le mois dernier. Le médecin dit que la solitude est un poison. Le mensonge flotte dans l'air. Il est palpable. Claire sait qu'elle n'a pas glissé. Marc l'a poussée. Légèrement. Juste assez pour qu'elle perde l'équilibre sur le tapis du salon. Juste assez pour justifier une intervention. Elle ne dit rien. Elle regarde la poussière danser dans un rayon de soleil anémique. Les particules flottent. Elles ne tombent jamais. Elles tournent en rond. C'est une métaphore de sa vie actuelle. Un cycle d'attente. Claire pose la cuillère. Le bruit du métal contre le bois de la table résonne. C'est un son sec. Définitif. Elle regarde les mains de son fils, des mains qui ont été nourries par elle, des mains qui ont été soignées par elle. Ces mêmes mains poussent maintenant un dossier médical vers elle. Le dossier est bleu. Il contient des rapports falsifiés, des signatures obtenues par la manipulation. Marc veut la maison. Il veut le terrain de 3 hectares. Il veut l'argent de l'assurance vie de son père. Il a des dettes de jeu. Claire le sait. Elle a trouvé les talons de chèque cachés dans le tiroir de son ancien bureau. Signe ici, maman. L'Institut de la Source est un endroit calme. Tu auras une vue sur le parc. Des infirmières seront là. 24 heures sur 24. L'Institut de la Source. Un nom poétique pour un mouroir en béton armé à 50 km de là. Un endroit où les souvenirs s'évaporent sous l'effet des sédatifs. Claire regarde le papier. Les lettres semblent ramper comme des insectes. Elle prend le stylo. Ses mouvements sont lents, calculés. Elle n'est pas la vieille femme fragile qu'ils imaginent. Elle est une archive vivante de chaque erreur commise par son fils. Elle signe, le trait est net, pas d'hésitation. Marc sourit, un sourire de prédateur qui pense avoir gagné avant la fin du match. Il ramasse le papier, il se lève, sa chaise grince sur le plancher. C'est un cri strident. Il ne propose pas de l'aider à faire ses valises. Il a déjà engagé une société de déménagement. Ils arriveront à 14 heures. Il est 11h02. Claire regarde l'horloge murale. Le balancier va et vient. Tic, tac, tic, tac. Chaque seconde est une pierre posée sur le tombeau de leur relation. Marc sort de la pièce. On entend ses pas dans le couloir. Le plancher craque sous son poids. Un craquement sec, puis le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre. Le vent s'engouffre un instant. On entend le moteur de sa voiture démarrer. Une berline allemande, puis le silence revient. Un silence total. Un silence de cathédrale après la messe. Claire reste assise. Elle ne pleure pas. Les larmes sont un luxe pour ceux qui ont encore de l'espoir. Elle a un plan. Elle regarde son compte bancaire sur sa tablette caché sous un apron. Le solde est affiché en chiffres verts. 850 000 euros. Marc pense qu'il n'y a plus rien. Il pense que le compte a été vidé par les frais médicaux imaginaires. Il ignore que Claire a tout déplacé sur un compte offshore à Singapour, 3 jours après sa chute dans l'escalier. Elle se lève, elle marche vers la cuisine. Elle prend un verre d'eau. L'eau est froide. Elle la boit par petites gorgées. Elle observe les placards vides. Marc a déjà commencé à trier ses affaires. Il a jeté les photos de famille, il a jeté les lettres de son père, il a gardé l'argenterie. Il pense avoir dépouillé sa mère. Il a simplement nettoyé la scène de son propre crime. La caméra reste immobile. Elle filme le plan de travail en granit. Elle filme la cafetière qui goûte, une goutte toutes les 6 secondes. Claire se tient au centre du cadre. Elle est le pivot d'un mécanisme qui vient de se déclencher. Marc a amorcé la bombe. Claire va simplement choisir le moment de l'explosion.
À 14 heures, le camion arrive. 2 hommes en uniforme gris entrent, ils n'enlèvent pas leurs chaussures. Ils apportent de la boue sur le tapis perçant. Ils emballent la vie de Claire dans des cartons bruns, des boîtes sans âme, des boîtes empilées comme des briques de prison. Claire prend son sac à main. Un sac en cuir noir, elle y a glissé un seul objet, le double des clés du coffre-fort de la banque, celui dont Marc ignore l'existence. Elle monte dans la voiture de transport sanitaire. Le chauffeur est jeune, il porte des écouteurs, il ne lui parle pas. Il la traite comme un colis. Elle regarde sa maison s'éloigner par la vitre arrière. La façade en pierre devient petite, les arbres s'effacent dans le brouillard. Elle ne se retourne pas. Elle regarde droit devant elle. La route est longue. Elle mène à la source, mais la source n'était qu'une étape. Dans son esprit, Claire commence à dresser une liste de noms, une liste de dates, une liste de montants. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais Claire préfère le servir glacé. Elle ferme les yeux. Le bruit du moteur est un ronronnement hypnotique. Elle s'endort presque. Elle sait que Marc est déjà en train de sabler le champagne dans son nouvel appartement, payé par une avance sur l'héritage. Il ne sait pas que le champagne a un goût de cendre. Il ne sait pas encore que sa mère est son pire cauchemar. Le générique de fin de cette première partie pourrait commencer ici, sur l'image de cette route grise et de cette voiture blanche qui s'enfonce dans le néant. La caméra ne bouge pas. Elle regarde la voiture disparaître au tournant. Le silence reprend ses droits. L'Institut de la Source est un bâtiment en forme de U. Le béton est jaune pisse. La chambre 402 est petite. Elle mesure 12 mètres carrés. Les murs sont peints d'un vert pâle qui rappelle la maladie. Claire est assise sur le lit. Le matelas est recouvert d'une alaise en plastique. Chaque mouvement produit un bruit de froissement sec, un bruit de papier déchiré. La caméra est fixée dans l'angle supérieur de la pièce. Elle ne bouge pas. Elle observe Claire. Claire observe le vide. Il est 6 heures du matin. L'infirmière entre sans frapper. Elle s'appelle Sophie. Elle sent la cigarette et le savon industriel. Elle pose un plateau en plastique sur la table de nuit. Le plateau contient un bol de bouillie grise et 2 pilules blanches, des sédatifs, pour garder les résidents dociles, pour effacer les visages. Claire regarde les pilules. Elle ne les prend pas. Elle les glisse dans la doublure de son oreiller. C'est son secret. Le premier acte de sa résistance. Le silence de l'Institut est ponctué par des cris lointains, des cris de vieillards qui ont oublié leur propre nom. Claire reste droite. Elle porte son cardigan en laine bleue. Elle attend. Elle attend le mercredi. Le mercredi est le jour des visites, enfin le jour où Marc est censé venir. À 14h30, Marc apparaît dans l'encadrement de la porte. Il ne rentre pas vraiment. Il reste sur le seuil, il garde sa main sur la poignée, il regarde sa montre, une montre en or. Claire reconnaît l'or. C'était la montre de son mari. Marc l'a prise dans le coffre de la chambre à coucher avant de vendre la maison. Il ne demande pas comment elle va. Il ne demande pas si elle dort. Le notaire a besoin de ta signature, maman. Pour la vente finale du domaine. Il y a un acheteur, un promoteur immobilier. Ils vont tout raser pour construire des appartements de luxe. Claire lève les yeux. Ses yeux sont des morceaux de verre froid. Elle regarde la montre à son poignet. Elle regarde ses doigts qui tapotent la porte. Marc est sans nerveux. Il a besoin d'argent rapidement. Les créanciers appellent sans cesse. Il a perdu une somme colossale au casino d'Enghien-les-Bains samedi dernier. Claire le sait, elle a un contact, un ancien employé de son mari qui travaille désormais à la sécurité du casino. Je ne signerai rien, Marc, pas encore. La maison appartient à la mémoire de ton père. Le visage de Marc change. Le masque de fils dévoué se fissure. La peau de son cou devient rouge. Une tache sombre qui s'étend sous son col blanc. Il entre dans la chambre. Il ferme la porte. Le clic de la serrure est net. Il s'approche du lit. Il se penche sur elle. Son ombre recouvre Claire entièrement. On entend sa respiration. Elle est courte, sifflante. Écoute-moi bien. Tu es ici parce que j'ai décidé que tu étais folle. Si tu ne signes pas, je demande une mise sous tutelle totale. Tu ne verras plus jamais la lumière du jour. Tu mourras dans cette chambre, entre 2 couches de plastique, seul. Signe ce papier. Maintenant. Il sort un document de sa mallette. Il le pose violemment sur ses genoux. Il lui tend le stylo. Claire regarde le papier. Ce n'est pas seulement la vente de la maison. C'est une renonciation totale à ses droits. Une abdication. Marc place sa main sur l'épaule de sa mère. Il serre. Ses doigts s'enfoncent dans la chair fragile. C'est le déclencheur. Le contact physique de l'agression. Le traître a touché sa cible. Claire prend le stylo. Elle ne signe pas. Elle écrit un seul mot en travers du document.
Jamais. Marc explose. Il ne crie pas, mais sa voix est un venin concentré. Il lui arrache le stylo des mains. Il la pousse contre le dossier du lit. Puis, il fait quelque chose que la caméra enregistre avec une précision glaciale. Il prend le verre d'eau sur la table de nuit et le vide sur le visage de sa mère. L'eau coule sur son cardigan. Elle s'infiltre dans le tissu. Tu vas regretter ça. À partir de demain, tes rations seront réduites. Plus de visites, plus de téléphone. Tu vas pourrir ici. Il sort en claquant la porte. Le bruit résonne dans tout l'étage. Claire reste immobile. L'eau goutte de ses cheveux sur ses mains. Elle ne tremble pas. Elle attend que le silence revienne. Elle attend que le bruit de ses pas disparaisse dans l'escalier. Elle tend la main vers son sac, que Marc a laissé dans un coin, pensant qu'il ne contenait que des mouchoirs. Elle en sort un petit téléphone prépayé caché dans une boîte de médicaments. Elle compose un numéro à Singapour. La voix à l'autre bout est professionnelle. Calme. Ici Madame Claire V. Procédez à la phase 1. Videz les comptes de la holding. Marc Echo. Coupez toutes les lignes de crédit liées au domaine. Maintenant. Claire raccroche. Elle regarde par la fenêtre. Le ciel est toujours gris. Mais c'est un gris de victoire. La trahison médicale est consommée. Le fils a tenté d'effacer la mère. Il vient de signer son propre arrêt de mort financière. La caméra reste fixée sur le visage de Claire. Une goutte d'eau coule lentement le long de sa joue. Elle ressemble à une larme, mais ce n'est pas une larme. C'est le reste de l'insulte de son fils. Elle ne l'essuie pas. Elle laisse le froid s'installer. Dans le couloir, on entend le chariot du dîner. Le bruit du métal contre le métal, le grincement des roues mal huilées. L'Institut continue de fonctionner comme une machine à broyer les âmes. Mais ce soir, la machine a rencontré un grain de sable en argent. Marc est dans sa voiture. Il sourit. Il pense qu'il a le pouvoir. Il ignore que dans exactement 48 heures, sa carte de crédit sera refusée au restaurant. Il ignore que son appartement sera saisi. Il ignore que sa mère vient de verrouiller la porte de son propre enfer. La scène se fige sur le plateau de repas abandonné. La bouillie est devenue froide. Une pellicule s'est formée à la surface. Le temps s'arrête. Le piège est tendu. Le réveil de Marc affiche 6h12. Le rouge des chiffres numériques projette une lueur sanglante sur le plafond de son appartement du 16e arrondissement. Il tend la main vers son téléphone. Il y a 7 appels manqués. 7 notifications de la banque. Il ne comprend pas. Il ne comprend jamais tout de suite. La caméra est posée sur sa table de nuit, capturant le désordre des jetons de casino et des factures impayées. À l'Institut de la Source, Claire est assise dans le même fauteuil. Elle n'a pas bougé depuis 4 heures. Elle regarde le mur. Le mur ne répond pas, mais elle écoute le silence. Le silence de la banque à Singapour qui travaille pour elle. Le silence des serveurs informatiques qui effacent l'existence financière de son fils. Le téléphone de Marc sonne à nouveau. C'est son banquier, Monsieur Lefebvre. Sa voix est un murmure d'excuses et de panique. Monsieur V, il y a un problème technique. Vos comptes sont gelés. Une instruction judiciaire venant d'une holding étrangère. Je ne peux rien faire. Vos cartes de crédit sont désactivées. Marc se lève brusquement. Il marche sur une bouteille de vin vide. Le verre roule sur le parquet. Un son creux. Il crie dans le combiné, mais le banquier a déjà raccroché. Marc essaie d'allumer la lumière de sa salle de bain. Rien. L'électricité a été coupée pour non-paiement. Il reste dans l'obscurité, seul avec son reflet flou dans le miroir. Pendant ce temps, à l'Institut, Claire reçoit la visite du directeur. Il s'appelle le docteur Fournier. Il porte une blouse trop blanche. Il tient une tablette. Il a l'air inquiet. Il ne regarde pas Claire dans les yeux. Il regarde ses chaussures cirées. Madame V. Il semble y avoir une erreur administrative. Le virement pour votre séjour n'est pas arrivé. Votre fils est injoignable. Si la situation ne se règle pas avant midi, nous devrons prendre des mesures. Claire ne répond pas. Elle prend une gorgée de thé froid. Le liquide est amer. Elle apprécie cette amertume. Elle sait exactement ce que signifie prendre des mesures. Cela signifie le transfert vers l'aile publique, le dortoir commun, l'odeur de la sueur et de la mort collective. Elle l'accepte. C'est une partie du prix à payer pour voir Marc ramper. « Docteur, dit-elle enfin. Sa voix est un froissement de parchemin. Mon fils a beaucoup de dettes. Cherchez l'argent là où il n'existe plus. » Le docteur sort de la chambre, confus. La caméra reste sur Claire. Elle sort son petit téléphone. Elle envoie un SMS unique. « Vendez les parts de la société de logistique. Maintenant. » C'est le coup de grâce pour l'entreprise de Marc. En vendant ses parts à bas prix sur le marché secondaire, Claire provoque une chute brutale de l'action. Marc possède 60% de l'entreprise, mais sans liquidité, il ne peut pas racheter les titres. Les investisseurs paniquent.
Les téléphones hurlent dans le bureau de Marc, mais le bureau est vide. Il est dans sa voiture, sur le périphérique, essayant désespérément de joindre sa femme, sa maîtresse, n'importe qui. Personne ne répond. Il s'arrête à une station-service. Il a besoin d'essence. Il insère sa carte noire. Transaction refusée. Il essaie la deuxième. Carte invalide. Il frappe le volant. Le klaxon retentit. Un cri mécanique long et monotone dans le gris du matin parisien. Les gens autour le regardent avec indifférence. Il était déjà un fantôme social. À l'institut, les infirmières commencent à retirer les objets personnels de la chambre 402. Elles prennent son cadre photo vide. Elles prennent sa couverture en laine. Claire ne dit rien. Elle se laisse faire. Elle est une statue de sel. Elle observe le processus de dépouillement avec une curiosité scientifique. Mais la situation change radicalement à 16 heures. Une limousine noire s'arrête devant les portes de l'Institut de la Source. Un homme en costume gris en sort. C'est Maître Duval, l'avocat personnel de feu son mari. Il entre dans le bureau du directeur. Il pose une mallette sur la table. « Je représente les intérêts de Madame Claire V. Voici un chèque certifié pour les 6 prochains mois. Et voici une ordonnance de justice interdisant l'accès de cet établissement à Monsieur Marc Fin. À partir de cet instant, il est considéré comme un intrus. » Claire regarde par la fenêtre de la nouvelle suite qu'on vient de lui attribuer. Une suite avec vue sur la forêt. Elle voit la voiture de Marc arriver en trombe sur le parking. Il sort de son véhicule, les vêtements froissés, le visage décomposé. Il court vers l'entrée, il veut l'argent, il veut les signatures, il veut le sang de sa mère. 2 agents de sécurité l'arrêtent sur le perron. Ils ne discutent pas. Ils le repoussent. Marc tombe sur les graviers. Le bruit des cailloux sous son corps est capté par le micro d'ambiance. Il crie qu'il est le fils. Il crie qu'il a des droits. Les gardes restent de marbre. Claire observe la scène d'en haut. Elle ne sourit pas. Elle prend un biscuit sec et le brise en 2. Le craquement du biscuit est le point final de cette journée. Marc est désormais à la porte de sa propre vie. Il a perdu l'accès à sa mère, à son argent et bientôt à son nom. La caméra revient sur le parking. Marc remonte dans sa voiture. Elle ne démarre pas. Il n'a plus d'essence. Il reste là, assis derrière le pare-brise brumeux, une silhouette pitoyable dans une carcasse de métal inutile. Le crépuscule tombe. L'ombre de la forêt s'allonge sur lui. Le bureau de Marc est situé au 22e étage d'une tour de la Défense. La vue sur Paris est imprenable. Mais Marc ne regarde pas la ville. Il regarde les cartons empilés sur la moquette beige. La moquette est tachée de café. Un cercle brun qui s'élargit. La caméra est placée sur le bureau, filmant en contre-plongée. Marc est petit. Il semble écrasé par le plafond en dalles de faux plafond. Il est 10 heures. 2 hommes en costume noir entrent. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des huissiers. Ils portent des badges officiels. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils utilisent donc des termes techniques, saisie conservatoire, liquidation judiciaire, défaut de paiement. Ils commencent à coller des étiquettes rouges sur les ordinateurs, sur la machine à expresso, sur le fauteuil en cuir de buffle. « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmure Marc. Sa voix est un sifflement d'air comprimé. « C'est ma société. C'est mon nom. » L'un des hommes lève les yeux. Son regard est vide. « Ce n'est plus votre nom, monsieur V. C'est une marque déposée par la holding La Source. Ils ont racheté vos dettes ce matin. Ils demandent votre éviction immédiate. » Marc recule. Il heurte la baie vitrée. Le froid du verre traverse sa chemise. Il réalise que La Source n'est pas seulement le nom de l'hospice. C'est le nom de la structure financière que sa mère a créée en secret. Elle ne l'a pas seulement enfermé. Elle a racheté sa vie. C'est devenu son propriétaire. À l'Institut de la Source, Claire est assise à une table de jeu dans le salon privé. Elle joue au solitaire. Les cartes glissent sur le tapis vert avec un bruit de soie. Elle porte une robe en soie noire. Elle a retrouvé sa dignité. Elle ne ressemble plus à une patiente. Elle ressemble à une reine en exil. Maître Duval est à ses côtés. Il lui présente une série de documents. « Marc a tenté de vendre les bijoux de votre famille au mont-de-piété, madame. Nous avons fait bloquer la transaction. Les bijoux sont désormais dans un coffre à la Banque de France. À votre nom. » Claire pose un as de pique sur un roi de cœur. Le contraste du noir et du rouge est violent. « Et sa femme ?» demande-t-elle. « Elle a demandé le divorce ce matin, » répond l'avocat. « Elle a emmené les enfants chez ses parents en Bretagne. Elle a emporté les meubles de l'appartement. » Marc dort sur un matelas gonflable dans un bureau qu'il doit quitter dans 1 heure. La caméra revient sur Marc. Il est sur le parking de la tour. Il tient un unique carton entre ses bras. Il contient une agrafeuse, une photo de lui-même à la remise des diplômes et une bouteille de whisky entamée. Il cherche sa voiture. Elle n'est plus là. Un camion de remorquage l'emporte au loin.
Une saisie pour crédit non remboursé. Il marche. Ses chaussures de luxe ne sont pas faites pour le bitume chaud. Il transpire. Le vernis de son existence s'écaille. Il essaie d'appeler son frère, son associé, ses amis. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Claire a fait résilier son contrat de téléphonie mobile, qui était rattaché au compte de l'entreprise. Marc finit par s'asseoir sur un banc public. Un pigeon s'approche de lui. Marc n'a rien à lui donner. Il est plus pauvre que l'oiseau. Il regarde ses mains, les mains qui ont poussé sa mère. Elles tremblent maintenant. Ce n'est pas de la culpabilité. C'est de la peur, une peur primaire, celle de ne plus exister aux yeux du monde. Il décide de retourner à l'institut. Il veut supplier, il veut hurler, il veut que sa mère lui redonne sa vie. Il prend le bus, il n'a plus que quelques pièces de monnaie dans sa poche. Le trajet dure 2 heures. 2 heures à observer les banlieues grises défiler. Lorsqu'il arrive devant les grises de la source, il fait nuit. Les projecteurs s'allument. Marc s'approche de l'interphone. Il appuie sur le bouton. « C'est Marc, je veux voir ma mère. Ouvrez. » Une voix robotique lui répond « Monsieur, Madame Claire V ne reçoit pas de visiteurs. Votre nom figure sur la liste noire de la sécurité. Veuillez quitter les lieux ou nous appellerons la police. » Marc s'effondre contre la grille en fer forgé. Le métal froid marque son front. Il pleure sans bruit. Ce ne sont pas des larmes de repentir, mais des larmes de rage impuissante. Il lève les yeux vers la fenêtre du 2e étage. La lumière est allumée. Il voit une silhouette. Claire est là. Elle tient un verre de vin. Elle regarde la nuit. Elle ne le voit pas. Ou peut-être qu'elle choisit de ne plus le voir. La caméra reste sur la grille. On voit Marc s'éloigner dans l'obscurité, une ombre parmi les ombres. Le vent se lève, il fait bouger les branches des pins. Un sifflement monotone emplit l'espace. La mise en scène du désastre est presque achevée. Claire repose son verre. Elle s'assoit devant son bureau. Elle prend un stylo à plume. Elle écrit un mot sur une enveloppe. L'enveloppe est destinée à la banque. Le contenu, l'ordre de mise en vente de l'appartement de Marc aux enchères publiques. Le piège se referme. Il n'y a plus d'issue. Marc a perdu son nom, son toit, sa famille. Il ne lui reste que son corps, et son corps est épuisé. Le tunnel de la gare de l'Est sent l'urine et le courant d'air. Il est 3 heures du matin. Marc est allongé sur un carton de réfrigérateur. Le carton est humide. Il absorbe le froid du béton. La caméra était placée au bout du couloir, immobile, capturant la perspective infinie des carreaux de faïence blanche. Marc est une tache sombre au milieu de cette géométrie stérile. Il ne porte plus son costume bleu marine. Il a échangé sa veste contre un blouson de sport sale trouvé dans une benne derrière l'institut. Ses chaussures de luxe sont trouées. Ses pieds sont enflés. Il regarde ses mains à la lueur d'un néon qui grésille. Le bruit du néon est un zzt monotone, incessant, un son qui ronge le cerveau. Marc n'a pas mangé depuis 48 heures. Son estomac ne crie plus. Il s'est résigné au vide. Il sort de sa poche un morceau de papier froissé. C'est un avis d'expulsion définitif de son bureau, le dernier endroit où il pouvait encore charger son téléphone. Sur le papier, il y a le sceau de la holding La Source. Sa mère espait partout. Elle estait le mur contre lequel il se cogne. Elle est l'air qu'il ne peut plus respirer gratuitement. À l'Institut de la Source, Claire est dans son bain. L'eau est chaude. La vapeur remplit la pièce d'une odeur de lavande et de luxe. La caméra filme le robinet en laiton. Une goutte tombe, ploque. Le son est cristallin. Claire observe ses jambes dans l'eau. Elle se sent légère. Elle a repris les 7 kilos qu'elle avait perdus lors de son premier mois d'enfermement. Elle regarde ses ongles parfaitement limés. Elle appelle l'infirmière, non pas pour une pilule, mais pour un thé Earl Grey. « Madame V, votre fils a été localisé », dit maître Duval par l'interphone de la suite. « Où est-il » demande Claire. Sa voix est d'une clarté effrayante. Il dort dans le métro. Il a tenté de mendier devant l'ancienne maison. Les nouveaux propriétaires ont appelé la police. Il a passé 4 heures en garde à vue. Il n'a personne à appeler pour payer la caution. On l'a relâché parce qu'il n'est même plus une menace. Juste un indigent. Marc, dans le tunnel, ferme les yeux. Il essaie de se souvenir du visage de sa femme. Il ne voit qu'une forme floue. Il essaie de se souvenir de l'odeur de la cuisine de son enfance. Il ne sent que le froid. Il réalise que sa mère ne l'a pas seulement ruiné. Elle l'a effacé. Dans les registres d'état civil, il existe encore, mais dans le monde des hommes, il est devenu invisible. Il n'a plus de carte bancaire, plus de numéro de sécurité sociale valide, résilié par l'entreprise, plus de domicile. Il se lève avec difficulté. Ses articulations craquent. Il marche vers un distributeur automatique de billets, par réflexe. Il insère sa vieille carte de crédit, celle qu'il garde comme un talisman inutile. L'écran affiche « Carte confisquée par l'établissement émetteur ». La machine avale le plastique.
C'est le dernier lien avec sa vie passée qui disparaît dans les entrailles octeurs de l'automate. Marc reste devant l'écran noir. Il frappe le verre de la machine. Une fois, 2 fois. Le verre en s'est blindé. Il ne se brise pas. Marc se brise à sa place. Il s'effondre sur le sol de la banque, entre 2 parois de verre. La caméra filme cette scène depuis l'extérieur, à travers la vitrine. On voit le reflet de la ville qui continue de bouger, des voitures qui passent, des lumières de Noël qui clignotent au loin. À l'intérieur, Marc est une nature morte. Il ne bouge plus. Il n'a plus la force de haïr. Il n'a plus que la force de regretter le moment où il a posé la main sur l'épaule de sa mère pour la menacer. Le silence dans la banque est total. Marc regarde le plafond. Il imagine sa mère dans son lit de soie. Il imagine la chaleur de la source. Il donnerait n'importe quoi pour être enfermé dans cette chambre de 12 mètres carrés qu'il méprisait tant. Il comprend enfin que la prison qu'il a construite pour elle était un palais et que la liberté qu'il s'est octroyée est un cimetière. Claire, dans sa suite, éteint la lumière. Elle s'allonge. Les draps en coton égyptien sont frais. Elle sait que demain est le dernier jour. Le jour où elle signera l'acte final. Elle ne ressent pas de joie. Elle ressent la satisfaction d'un horloger qui a réparé un mécanisme défectueux, le mécanisme de la justice. Le cadre se resserre sur le visage de Marc dans le hall de la banque. Ses yeux sont grands ouverts, fixant le néant. Une larme, une vraie cette fois, roule sur sa tempe et se perd dans sa barbe de 3 jours. C'est l'instant du tout est perdu. Le fils est mort avant d'avoir cessé de respirer. Le vent souffle sur le cimetière de la commune. La caméra est fixée sur une pierre tombale en granit noir. C'est la tombe de Pierre V, le père. La pierre est propre. Quelqu'un a enlevé la mousse. Quelqu'un a déposé une seule rose blanche. La rose ne bouge pas. Le froid l'a déjà figée. Claire est debout devant la tombe. Elle porte un manteau de cachemire noir et un voile léger. Elle ne prie pas. Elle observe les dates gravées dans la pierre. À côté d'elle, Maître Duval tient un dossier en cuir. Il attend que le silence soit complet pour parler. « C'est fait, madame, dit-il. La voix est basse, étouffée par l'hiver. La vente de la maison a été annulée par décision de justice pour abus de faiblesse. Le domaine revient dans votre patrimoine total. Votre fils a signé la renonciation à l'héritage ce matin, dans le bureau de la police ferroviaire, en échange d'un repas chaud et de l'abandon des poursuites pour fraude fiscale. » Claire ne tourne pas la tête. Elle regarde une branche d'arbre dénudée. Où est-il maintenant ? Sur le quai de la gare. Il a un billet de train pour le sud. Aller simple, sans argent, sans contact. Il est officiellement un indigent sans attache. Il n'a plus le droit de porter votre nom. Il a signé l'acte de changement de patronyme. Il redevient un inconnu. La caméra change de plan mais reste statique. Nous sommes sur le quai de la gare. Il est 6 heures du matin. Marc est assis sur un banc en métal. Il est seul. Son visage est une feuille de papier froissée. Il tient son billet de train entre ses doigts sales. Le train entre en gare. Le bruit du métal contre le métal est strident. Marc monte dans le wagon. Il ne regarde pas par la fenêtre. Il s'assoit dans un coin sombre. Il n'a pas de bagages. Il n'a que le vide. Le train démarre. Le mouvement est lent. Le train disparaît dans le brouillard. La caméra reste sur le quai vide. Le silence revient, plus lourd qu'avant. De retour au domaine, Claire entre dans la grande cuisine. Elle n'allume pas la lumière. La lumière du crépuscule suffit. Elle s'assoit à la table en chêne, à la place exacte où Marc l'avait forcée à signer les papiers de l'hospice. Elle pose ses mains à plat sur le bois. Le bois est au froid. Elle sort une petite boîte en velours de sa poche. Elle l'ouvre. À l'intérieur se trouve la montre en or de son mari. Elle l'a rachetée au mont-de-piété pour une fraction de sa valeur. Elle remonte le mécanisme. Le tic-tac reprend. Un son régulier, un son qui compte le temps qui reste. « On ne guérit pas de la trahison », murmure Claire à la pièce vide. On l'archive. Elle se lève, elle va vers la cheminée. Elle y jette le dernier dossier concernant son fils. Les flammes lèchent le papier. Les lettres M-A-R-C noircissent, se tordent, puis se transforment en cendres volatiles. La fumée monte dans le conduit. Il ne reste plus rien. La caméra recule lentement, pour la première fois, mais sans quitter son axe horizontal. Elle montre la maison illuminée au milieu de la forêt sombre. Une île de lumière dans un océan de ténèbres. À l'intérieur, une femme seule termine son thé. Elle a regagné sa maison. Elle a regagné son nom. Elle a regagné sa paix. Le prix était la destruction de son propre sang, mais pour Claire, le compte est juste. Le générique de fin défile dans un silence absolu. Pas de musique, juste le bruit du vent et le crépitement du feu qui s'éteint. Épilogue, la justice n'est pas une émotion, c'est une équation. Quand un fils vend sa mère pour de l'argent, il oublie que la mère est celle qui lui a appris la valeur des choses.
Marc a appris la leçon. Trop tard. Il n'est plus un fils. Il n'est plus un héritier. Il est une ombre qui traverse la France dans un train de nuit. La caméra s'éteint sur un écran noir.